Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour parler bouquin. Et sans plus tarder, je vais vous parler du premier roman. De Le parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy aux éditions Gulfstream. Alors déjà on notera la beauté, vraiment le travail le travail de mise en page est vraiment très soigné, mais il n'y a pas que l'extérieur qui compte, tout ce qui est aussi à l'intérieur du roman vaut vraiment le détour et on va en parler ensemble. Il y a quelques années, les Kraken et les Léviathans se sont affrontés. Résultat de cet affrontement, il y a eu une importante montée des eaux qui a quasiment détruit un petit peu toutes les terres et forcément un petit peu tué tout le monde aussi. Il y a très peu de survivants qui se sont réfugiés sur des îles. L'île la plus grande et la plus luxuriante ayant survécu à tout ça s'appelle l'archipel. Sur l'archipel, le gouvernement mis en place est un gouvernement impérial qui régit un petit peu toute la vie de l'archipel grâce à des lois vraiment très strictes. Nous on va suivre Nimue qui est une apprentie de la compagnie des thés, parce que sur cette île en fait, chacun appartient un petit peu, si vous voulez, à une confrérie entre guillemets. On a ceux qui s'occupent de tout ce qui va être thé, etc. Puis on a tous ceux qui vont s'occuper du parfum. Et nous on suit donc Nimue qui elle fait partie de la compagnie du thé. Elle a vraiment un don vraiment très spécial et elle est vraiment très appréciée. Alors elle est toujours en apprentissage, mais on sent qu'elle est en phase de devenir vraiment une maîtresse thé. Très douée. Nimue va entendre parler d'un concours. L'impératrice de l'archipel lance un concours pour créer une nouvelle senteur et pour avoir un nouveau parfum. Nimue se met en tête de participer à ce concours. Sauf que, en toute logique, elle ne devrait pas y participer, étant donné qu'elle n'a fait pas partie de compagnie de parfum. Elle fait réellement partie juste de la compagnie du thé. Elle ne connaît pas du tout tout ce qui peut être senteur, etc. Elle ne sait pas du tout créer du parfum. Pour pouvoir participer à ce concours, elle va devoir s'associer à certaines personnes, et notamment des parfumeurs. Dans ces multiples rencontres, elle va faire la connaissance de Lugen et de Tyrodel, je crois que c'est ça le nom. Lugen étant un alchimiste qui fait des parfums, et Tyrodel, je vous laisse découvrir quel rôle il a parce que c'est pas forcément très facile à expliquer. Donc elle va s'associer à ces deux jeunes hommes pour justement pouvoir créer ce parfum. Sauf que eux ils ont en tête un truc très particulier, ils veulent trouver une fleur extrêmement rare qui ne se trouve pas sur l'archipel. Donc pour ça ils vont devoir quitter l'archipel. Sauf que c'est quelque chose qui est totalement interdit. Quand on vit sur l'archipel, on reste sur l'archipel pour éviter de prendre le risque de ramener, je sais pas, des bactéries ou toute autre chose, et puis surtout parce que il peut y avoir encore des kraken, des léviathans, des djinns, des dragons ou je ne sais quoi, parce que c'est vraiment un univers qui est extrêmement riche. Voilà, il peut se passer plein de choses à l'extérieur de l'île et ça pourrait du coup mettre en danger l'archipel. Nimue est prête à tout, donc elle va les suivre et partir à l'aventure pour créer ce fameux parfum. Au niveau du résumé, je vais m'arrêter là parce que ce serait dommage de vous gâcher toutes les belles aventures que ce livre promet, parce que réellement c'est une aventure en fait. On est limite dans une épopée et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire le tome 2 pour continuer dans l'aventure, pour voir tout ce qui va se passer. Le seul petit indice que je peux vous donner, c'est que si vous aimez bien les pirates, vous devriez y trouver un petit peu votre compte. J'ai vraiment adoré l'univers. L'autrice a une plume pour de la littérature jeunesse, elle a une plume vraiment très travaillée, et c'est vrai qu'au début ça peut être un peu déstabilisant parce qu'elle donne beaucoup de détails, et en littérature young adulte ou jeunesse on n'a pas l'habitude d'avoir autant de détails, et puis ça peut peut-être perdre au niveau de l'histoire. Maintenant personnellement je trouve que ça enrichit réellement l'histoire et le texte, parce que moi personnellement j'ai pu m'imaginer les odeurs, j'ai pu visualiser certaines choses et j'ai trouvé ça vraiment chouette. En dehors de ça, elle intègre dans son univers vraiment beaucoup d'éléments. Je vous dis, on a des kraken, des léviathans, des djinns, on a des dragons. Les djinns, je suis plus sûre, enfin j'espère que je confonds pas avec autre chose. Mais on a vraiment beaucoup de choses, on va avoir un petit peu de piraterie, on va avoir du steampunk. Je vous dis, c'est un univers qui est tellement riche qu'il y a même un moment où je me suis dit mais est-ce que finalement c'est pas un tout petit peu trop? Est-ce que l'autrice s'éparpille pas un tout petit peu? Mais en fin de compte, en tout cas dans ce tome-là, j'ai trouvé que c'était vraiment bien maîtrisé et bien géré, et du coup on n'a pas ce sentiment de trop qu'on pourrait peut-être imaginer avoir. J'ai beaucoup aimé le personnage de Nimue, que j'ai trouvé avec beaucoup de contraste. Ses rapports avec Lugen et Tyrodel, je crois que c'est ça les noms, à chaque fois j'ai peur de me tromper, sont vraiment chouettes, j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle rencontre d'autres personnages aussi, et elle se laisse pas forcément faire, j'ai trouvé ça assez chouette, mais en même temps elle n'est pas non plus agressive ou... Bref, je trouvais que c'était un très bon équilibre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je peux que vous le conseiller. Moi j'ai vraiment passé un super moment, j'ai trouvé que la plume était vraiment de qualité, le texte était vraiment de qualité.
Peut-être que parfois ça écrase un tout petit peu l'histoire, mais personnellement j'ai pas trouvé ça gênant et je vous dis j'ai vraiment hâte de continuer l'aventure en fait avec les personnages et de voir ce qui va leur arriver. Tourbillon de sable et de cendres de Amy Harmon. J'aime énormément Amy Harmon, notamment en young adulte. Je trouve qu'elle a beaucoup de sensibilité dans le traitement de ses personnages et je peux que vous recommander par exemple de découvrir Nos faces cachées qui pour moi est un petit bijou. Je l'ai relu plusieurs fois, c'était pépite, voilà, je tiens à le dire. Dans ce roman, on est dans toute autre chose puisqu'on est dans une épopée familiale, on est dans un roman historique. On est en Italie en 1940 et on va suivre principalement l'histoire de Eva et d'Angelo. Angelo est orphelin et il va grandir en étant principalement accueilli par la famille d'Eva. Ils vont être très très proches tous les deux, ils vont grandir ensemble. Vraiment, ils vont être vraiment pas fusionnels mais ils vont être vraiment très très proches. Eva nourrit peut-être un petit peu de sentiments pour lui, mais en même temps leur relation et puis la vie fait que c'est limite fraternel entre eux, donc bon, elle laisse passer les choses et tout se passe comme ça. Sauf que Angelo va décider d'intégrer les ordres pour devenir prêtre. Eva va le prendre un petit peu comme une trahison. Elle va pas comprendre pourquoi il intègre un monastère, pourquoi il fait toutes ces choses-là, je sais pas si j'ai utilisé le bon terme, bref, elle comprend pas, vraiment elle ne comprend pas pourquoi il se lance dans tout ça, et elle se sent vraiment trahie, elle se sent abandonnée. La seconde guerre mondiale éclate, et toutes les cartes sont redistribuées. Eva est une jeune femme italienne, est une jeune femme juive, et elle risque clairement, elle et sa famille risquent clairement la déportation, et la seule personne qui peut l'aider, elle et sa famille, c'est Angelo. Parce que Angelo fait partie de la résistance catholique, et c'est de ça dont va traiter le roman, et j'ai trouvé ça ultra intéressant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dans les romans sur la Seconde Guerre mondiale que moi j'ai très peu lu. J'ai très peu lu sur ce sujet-là, on parle très rarement, en tout cas moi je trouve, de tout ce qui va être réseau catholique, etc. Pendant cette guerre, et c'est vrai qu'on ne sait pas, on ne sait pas trop ce qui s'y est passé, enfin en tout cas ce que les prêtres, etc. ont pu faire. Là on nous montre un exemple, ça veut pas dire que tous les prêtres agissaient comme ça. Là en l'occurrence on nous montre vraiment un réseau de résistance catholique et c'était super intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors maintenant si vous êtes dérangé par les thématiques liées à la religion, peut-être que ce roman sera pas pour vous, même si sincèrement je trouve que comme c'est traité d'un point de vue historique, c'est pas vraiment gênant en fin de compte, puisque là on est plus sur de l'histoire d'humain, en fin de compte, vraiment, on est vraiment sur l'histoire d'humain, sur une histoire familiale, sur une histoire d'amour aussi, et sur l'histoire avec un grand H. J'ai trouvé vraiment ce roman passionnant du début à la fin. J'ai adoré les relations entre Eva et Angelo, j'ai trouvé ça vachement beau. J'aime toujours autant la façon dont Amy Harmon traite les personnages. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez fort dans ses romans. Et là, c'était comme d'habitude, j'ai passé un très très beau moment et je peux que vous conseiller ce titre. Alors c'est pas fait exprès, mais je vais encore vous parler d'un roman sur la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'agit de La violoniste d'Auschwitz de Ellie Midwood. Alors là par contre, on est plus sur une histoire vraie, dans le sens où Ellie Wood s'est renseignée, etc. sur le personnage d'Alma qu'on suit dans ce roman, qui est donc la violoniste d'Auschwitz. Donc vraiment, c'est pas une autobiographie ni rien, mais on nous raconte l'histoire à travers les souvenirs et les témoignages des gens. Ellie Midwood nous raconte vraiment l'histoire d'une personne ayant existé. Donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale, on suit une jeune femme qui s'appelle Alma, qui est un prodige de la musique. C'est une violoniste exceptionnelle, reconnue de tous ses pairs et étant vraiment connue comme ayant un talent exceptionnel, et voilà, c'est un petit peu la violoniste bijou que tout le monde connaît. Quand elle arrive à Auschwitz, au début elle est anonyme comme tout le monde, quelqu'un va découvrir qui elle est réellement, et ça va tout changer pour elle au sein du camp, puisqu'à partir de là, des SS du camp vont commencer, des SS assez haut dans le schéma hiérarchique, vont commencer à s'intéresser à elle et lui demander d'intégrer l'orchestre et de diriger l'orchestre en fait d'Auschwitz, parce que ils estiment que c'est une catastrophe et ils voudraient quelqu'un de talentueux. D'autant plus que l'orchestre jouait pour les prisonniers qui partaient travailler, mais également pour les gardes
SS, quand ils avaient envie de se détendre pour des soirées, etc. Ils faisaient ça en musique, donc avec l'orchestre d'Auschwitz. Au début, Alma va pas vraiment... Alors elle va accepter parce qu'elle n'a pas réellement le choix, mais elle le prend pas du tout comme un avantage. Alors elle est heureuse, entre guillemets, de reprendre un violon entre les mains, mais à côté de ça, voilà, jouer pour des gens qui partent à la mort, pour elle, c'est un non-sens total. Et puis au bout d'un moment, elle va se rendre compte que son don pour la musique, le fait qu'elle soit connue, reconnue, peut finalement aider à sauver des vies, puisque elle va pouvoir recruter, choisir les membres de son orchestre et de ce fait pouvoir sauver certaines personnes de la mort et surtout pouvoir faire en sorte que les personnes qui font partie de l'orchestre vivent beaucoup mieux, puisqu'elle va exiger certaines choses. Ça peut paraître étrange dit comme ça, mais elle va vraiment exiger certaines choses. Et elle va aussi se rendre compte que la musique l'aide à tenir, déjà parce qu'elle peut jouer et aussi parce qu'elle peut apporter du réconfort à certaines personnes dans des situations les plus horribles qu'on puisse imaginer dans un camp. Avant de lire ce livre, je ne connaissais pas l'histoire d'Alma et ça m'a totalement bouleversée. J'ai commencé à faire un petit peu de recherche à droite et à gauche parce que vraiment j'étais fascinée par cette femme et j'avais envie d'en savoir beaucoup plus. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ça très triste aussi et pas hyper facile à lire. Clairement c'est assez difficile, comme tous les livres sur la Shoah, c'est jamais facile à lire, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait pour le coup et j'ai vraiment hâte de lire le prochain, puisque j'ai vu que Ellie Midwood sort il y a une nouvelle traduction qui va sortir chez Faubourg Marigny, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Pour tous ceux qui ont aimé les romans de Heather Morris, n'hésitez pas à y aller parce que je pense que pour le coup vous devriez vraiment aimer aussi en fait. Je vais maintenant vous parler d'un thriller que j'ai littéralement, mais littéralement dévoré. En ce moment j'ai un rythme de lecture assez... On va dire que je lis pas très vite, vraiment j'ai un rythme de lecture assez lent. Et là, je me suis posée pour lire ce roman et je l'ai dévoré sur la journée parce que je n'arrivais pas à le lâcher, parce que je voulais absolument connaître la suite. Et tant que c'est frais dans ma tête, je veux vous en parler tout de suite. Il s'agit du nouveau roman de Donato Carisi à sortir le 12 octobre. Je sais pas quand est-ce que je publie cette vidéo, c'est pour ça que je le précise. Donc il s'agit de La Maison sans souvenir. Dans ce roman-là, on va retrouver le psychologue hypnotiseur Gerber, je pense que ça se dit comme ça, qu'on avait déjà vu, alors pas dans celui de l'année dernière, mais dans le roman d'avant de l'auteur, et j'ai adoré parce que réellement, avoir une enquête menée par un psychologue hypnotiseur, ça t'ouvre des portes incroyables, et c'est vraiment ce qui s'est passé dans ce roman, et j'ai été complètement happée par l'histoire. Il y a quelques mois, on a retrouvé une voiture abandonnée sur le bas-côté et on se rend compte qu'en fait, des gens vivaient dans cette voiture et que les personnes vivant dans cette voiture ont totalement disparu. Il s'agit d'une femme et de son fils, donc Mira et Nicolin, qui ont totalement disparu. Plusieurs mois plus tard, une vieille femme, une octogénaire je crois, sort pour promener ses chiens. Ce sont des chiens de chasse, donc quand elle veut les sortir, elle part en forêt parce qu'ils ont besoin réellement de courir, de se défouler, etc. Donc elle part en forêt avec ses deux chiens et il se passe un truc étrange. Déjà elle a l'impression d'être observée, elle se sent un peu bizarre dans cette forêt, elle n'est pas complètement à l'aise. Et surtout, ces chiens vont commencer à hurler à la mort et ne vont pas revenir quand elle l'appelle. Donc elle va finir par aller voir ce qui se passe parce que c'est pas normal que ces chiens réagissent comme ça. Et quand elle arrive sur le lieu où sont ces deux chiens, elle se rend compte qu'en fait ils aboient comme des fous en fait sur une forme. Et cette forme n'est autre qu'un petit garçon. Et il s'agit du fameux petit garçon qui avait disparu plusieurs mois avant. Donc la police va commencer à mener l'enquête et faire appel au docteur Gerber qui est psychologue et qui va interroger l'enfant. Quand il va interroger l'enfant, il va se rendre compte qu'il se passe des choses étranges avec cet enfant, notamment des petits détails. Par exemple, l'enfant ne bat pas des paupières. Par exemple, il n'a pas réellement de réaction classique ou normale. Mais bon, il se dit que c'est peut-être aussi lié au stress ou des choses comme ça. Donc il va commencer à l'interroger et l'enfant va, à travers des phrases assez étranges, lui dire que c'est lui qui a fait du mal à sa mère. À partir de là, tout le monde s'emballe, tout le monde est prêt à mettre en accusation l'enfant et à chercher le corps de sa mère. C'est ce qui va réellement se passer. D'ailleurs, ils vont commencer à mener des recherches dans la forêt pour essayer de retrouver un cadavre finalement. Mais le psychologue va doucement se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal en fait dans cette histoire et que l'enfant ne semble pas être lui-même. Je vais m'arrêter là parce que j'ai adoré découvrir et je ne voudrais vraiment pas vous spoiler. C'était incroyable. En fait, à chaque fois qu'il y avait un retournement, je me disais waouh! Et en fait, il y avait autre chose qui se passait. J'ai pas du tout vu venir la fin. Je me suis complètement laissée happer par cette histoire et j'adore ce personnage. La fin
m'a noué l'estomac et je me suis dit mais non, pourquoi vous me faites ça? J'ai tellement hâte de retrouver l'enquêteur parce que je suis convaincue qu'on aura un autre opus avec cet enquêteur, enfin avec le psychologue. C'est pas possible qu'on nous laisse comme ça. Il y a trop de mystères qui se passent. On nous reparle un petit peu de la première enquête. Alors, est-ce qu'il faut l'avoir lu? Je conseillerais de l'avoir lu. C'est pas indispensable pour l'enquête en soi, mais il y a des éléments, par exemple, quand on parle de la vie du psychologue, notamment on fait beaucoup référence à l'autre enquête, on fait beaucoup référence à une femme, et en fait tout ça on le sait que dans le roman d'avant. Alors je vous dis c'est pas celui de l'année dernière, c'est celui d'avant, je vous mettrai le titre là parce que je l'ai pas en tête. Mais vraiment je vous conseille vraiment de l'avoir lu avant, il est sorti en poche en plus, il était vraiment génial. Je pense que vous ne ferez qu'augmenter le plaisir de lecture de celui-ci parce que vous aurez tous les éléments. Et puis bon, c'est pas comme s'il y avait 15 romans à rattraper, il y en a qu'un. Donc tant qu'à faire, vous pouvez lire celui d'avant, comme ça celui-ci, vous le lisez dans quelques temps, ça peut être très chouette aussi. En tout cas, si vous n'avez toujours pas découvert Donato Carisi, vraiment je sais pas ce que vous attendez. À chaque fois qu'il sort un roman, donc quasiment tous les ans, pour l'instant j'ai jamais eu de grosses déceptions avec l'auteur et à chaque fois je me rue sur le titre, c'est-à-dire que je l'ai reçu, je l'ai lu le lendemain, je ne peux pas m'en empêcher, c'est assez terrible en fait, ça fait partie, il y a très peu d'auteurs pour lesquels je fais ça, mais là vraiment, pour moi ça fait partie des auteurs où je m'attends toujours à quelque chose en fait, c'est-à-dire que je vais pas vous dire que c'est l'auteur sûr et tout parce que ça n'existe pas, mais c'est vraiment l'auteur où j'ai des forces d'attente quand même, et surtout je sais que quoi qu'il arrive, il y a un élément dans le roman qui va de toute façon me séduire, même si j'aime pas tout, je sais qu'il y aura quelque chose qui... Voilà, et c'est toujours très addictif, la preuve, je vous dis, j'ai un rythme de lecture très faible, enfin très lent, pas faible mais vraiment très lent en ce moment, il y a plein de choses, et celui-là, il est passé tout seul. Voilà, donc je peux que vous le recommander et j'espère sincèrement que vous prendrez plaisir avec ce titre. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces ouvrages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres, si l'un d'entre vous tente, ou pas du tout, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez eu un coup de cœur récemment, n'hésitez pas aussi à me le dire, parce qu'en ce moment je suis à la recherche, de romans addictifs. Voilà, donc si vous avez un titre qui vous vient en tête d'un roman que vous avez lu et que vous avez dévoré, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, parce que j'ai très envie de ça en ce moment, donc voilà, vraiment, j'attends vos recommandations. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo, que ça vous a détendu, donné des idées de lecture. Et voilà, vous avez fait des découvertes, c'est le principal. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite très chaleureusement à laisser un petit commentaire, même si c'est juste un petit mot. N'ayez pas peur, vraiment, vous ne serez jamais jugé pour ce que vous écrivez dans les commentaires. Donc vraiment, laissez-vous aller et laissez un petit mot, ça fait toujours tellement plaisir et c'est très important pour l'évolution de la chaîne, donc je vous remercie du fond du cœur de le faire et de laisser un petit pouce aussi. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à partager cette vidéo sur Instagram, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui aide énormément, donc voilà, je vous remercie d'avance de m'aider à faire évoluer cette chaîne et à faire connaître un petit peu mon travail, et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis dans quelques jours je pense pour une prochaine vidéo. Bye bye.